Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Considéré parfois comme un sujet tabou dans certaines sociétés, les infections génitales sont source de séquelles importantes, tant sur le plan fertilité que de la vie au quotidien. À raison de douleurs pelviennes qu'elles peuvent occasionner, un manque d'information et une négligence peut générer de conséquences graves sur la santé, tant chez l'homme, chez la femme que chez l'enfant. Et pour en savoir un peu plus sur le risque et conséquences de ces infections sur la santé, nous allons à la rencontre du docteur Michel Ogna et ça sera tout de suite après ceci. Docteur Michel Ogna, merci de nous recevoir. Mais avant tout, je tiens quand même à signaler à nos fidèles téléspectateurs que vous êtes médecin, spécialiste en gynécologie de reproduction et sexologue de formation. Et vous prestez dans le centre clinique, la clinique plutôt clinique du moment en tant que médecin directeur. Alors une fois de plus, merci pour l'hospitalité. Merci Madame la journaliste. Et pour commencer, j'aimerais en des termes plus simples que vous puissiez nous définir ce que c'est la gynécologie. Merci beaucoup. La gynécologie, c'est une branche de la médecine qui s'intéresse de l'étude de fonctionnement des organes gynécologiques. Donc c'est une branche de la médecine qui s'intéresse généralement des études des organes de la reproduction sexuelle, que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme. En quoi elle consiste donc? Bon, ça consiste, c'est la science médicale qui consiste à l'étude du fonctionnement des organes de la reproduction. Beaucoup de gens, docteur, pensent que la consultation en gynécologie concerne plus les femmes, mais les hommes également se posent la question de savoir, en cas de certaines maladies liées aux organes de reproduction, où est-ce qu'ils doivent se faire soigner? Quel est votre avis? Merci beaucoup, madame. Dans la gynécologie, nous avons parlé que la gynécologie, c'est une partie de la médecine, une branche de la médecine qui s'intéresse des études de la reproduction. Mais dans la gynécologie en soi, nous avons la gynécologie divisée en 3 types de gynécologie. Au pays, chez nous, on n'en a que 2 types. Et nous avons d'abord la gynécologie obstétricale qui s'intéresse et la gynécologie fonctionnelle qui s'intéresse de la reproduction de la race humaine. La gynécologie obstétricale, c'est une branche de la gynécologie qui s'intéresse de la soutenance de la grossesse, de la conception jusqu'à l'accouchement. On l'appelle obstétricale, qui vient du latin, signifie soutenir, mettre un cal pour la soutenance d'une grossesse récente. C'est ce qu'on appelle obstétricale. Mais la gynécologie de la reproduction, c'est une gynécologie qui s'intéresse au fonctionnement des organes uniquement de la reproduction sur le plan mécanique et sur son plan fonctionnel. Il s'intéresse de la fonction des organes de la reproduction, il s'intéresse de la mécanisme, le mécanisme, donc la méthode mécanique de la fonction des organes gynécologiques. Alors, à chaque département ou à chaque structure, il y a plusieurs cas que vous recevez. Vous, en tant que gynécologue, quelles sont les différentes maladies ou pathologies que vous recevez chez vous? En gynécologie de la reproduction, nous recevons d'abord la toute première chose, les gens nous amènent avec les infections. Les infections du voie génitale, les infections du voie de la reproduction. Deuxièmement, ils amènent avec le dysfonctionnement des organes de la reproduction, les organes mâles que femelles, leur dysfonctionnement, ils ne respectent pas les fonctions normales, ça entraîne ça. Et la troisième chose qui vient beaucoup plus, c'est la stérilité de ce couple-là. Et puis cette stérilité peut être due
Il y a encore des gens qui viennent par rapport à des atrophies des organes de la reproduction. Ça peut être chez les femmes et ou chez les hommes. Ils ont diminué leur calibre des organes de la reproduction par rapport à d'autres personnes. Ce sont des cas à laquelle nous consultons beaucoup. Ce sont les cas liés à des malformations congénitales ou acquises. Alors, puisque nous parlons déjà des infections, comment est-ce que vous définissez ces infections? Merci beaucoup, madame. Les infections, ce sont des micro-organismes qui vivent dans les organes. Donc, ce sont des micro-organismes, des organes qui vivent dans les organes. Donc, les organismes qui vivent dans les organes, on les appelle une inflammation ou qui sont caractérisés à 4 types. Nous avons les bactéries, nous avons des virus, nous avons des parasites, nous avons des champignons. Ce sont des types de microbes qui vivent dans les organismes. C'est pourquoi je vous ai parlé, ce sont des organismes qui vivent dans les organes. Ok, alors par quoi se caractérisent-elles et est-ce qu'elles ont de l'impact sur notre santé? Merci beaucoup, madame. Ce sont des micro-organismes, c'est-à-dire ils ont l'impact sur le détournement du fonctionnement des corps humains. Donc la fonction est altérée par rapport à ces micro-organismes qui vivent dans les organes. Donc cette inflammation due, ça peut amener des signes à laquelle on peut savoir. Il y a des signes de la douleur, il y a les rougeurs, il y a donc la tuméfaction, il y a donc à part la douleur, la tuméfaction et les rougeurs, les palaires ou des lésions cutanées ou un peu de pétigo cutané qui peut dénombrer et puis savoir que la personne a une inflammation qui constitue la présence d'une infection ou d'un corps étranger dans cette partie du corps. Oui, les infections, c'est une matière assez vaste, mais j'aimerais quand même, docteur, que nous puissions nous attarder sur les infections génitales, ce qui concerne bien sûr que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Alors, en une définition simple, c'est quoi les infections génitales? Merci beaucoup, madame la journaliste. Les infections génitales, ce sont les infections qui se développent dans le voie génitale. Ce sont les infections qui se développent dans les voies génitales de la reproduction. Des organes attitrés à la reproduction, leur fonctionnement sont altérés par ces infections qu'on appelle les infections de voie génitale, les IVG. C'est ce qu'on appelle les infections localisées sur les voies de la reproduction. Pouvez-vous déjà nous citer ces quelques organes de reproduction pour plus d'éclairage au public qui vous suivent? Les organes de la reproduction sont plus, madame, c'est vraiment tout un processus. Le premier organe de la reproduction centrale, c'est le cerveau. À partir du cerveau, qui vient l'acte hypothalamo-hypophysaire, la conductance du système nerveux central par rapport à certains organes attitrés. Après le cerveau, nous avons les glandes mammaires. Après les glandes mammaires, nous avons les glandes qu'on appelle les ovaires. Après les ovaires, nous avons la matrice et ses acolytes, donc nous appelons l'utérus et les trompes. Et après tout ça, nous avons l'organe fertile de la sexualité qu'on appelle le vagin chez la femme. Et la vulve en devient un dernier ressort. Donc nous commençons par le cerveau, les glandes mammaires, les glandes au niveau des ovaires, les glandes ovaires, et puis nous arrivons l'utérus et ses acolytes, appelés la matrice et ses trompes, et nous allons arriver sur l'organe multifonctionnel qu'on appelle le vagin, et après ça, on va arriver au niveau de la vulve, qui est l'atterrissage de la partie inférieure de l'organe de la reproduction de la femme. La même chose, c'est l'homme. Chez l'homme, nous avons toujours le cerveau, qui est l'organe de la reproduction centrale et qui commande ces organes-là. Et dans ce cerveau-là, viennent les glandes mammaires qui se développent en petite quantité suite à une diminution de la prolactine qui sont sécrétées chez l'homme en petite quantité et leurs glandes mammaires ne se développent pas. Et vous descendez sur l'acte hypothalamo-hypophysaire, il y a l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Dans l'hypophyse antérieure, il y a des organes appropriés qui peuvent aider sur la production des spermatozoïdes, que nous appelons les testicules. Après les testicules, vient encore l'autre organe qu'on appelle les glandes séminales. Et après les glandes séminales, vient encore l'autre organe qu'on nous appelle la prostate. Et de la prostate, il y a une excrétion, canal excrétoire qui communique de la prostate au testicule qu'on appelle les cordons spermatiques. Et vient le pénis et son méa qui détermine le voie extérieur de l'homme appelé le pénis. Alors, partant de toutes ces définitions, nous comprenons que ces parties
de reproduction rime avec la sexualité. Et vous le savez que chez nous, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, ce sujet est qualifié aujourd'hui d'un sujet tabou. Alors, beaucoup de familles ou des parents ne prennent plus la peine de communiquer avec leurs enfants et leur donner la bonne information. Quelle est votre opinion par rapport à cette perception de notre société? Merci beaucoup, madame. C'est aberrant de trouver une famille qui a éduqué une fille ou un homme qui atteint 25 ans. Quand on arrive à 25 ans, c'est-à-dire on a dépensé l'étape de la puberté. La puberté est répartie à 3 parties. Nous avons la pré-puberté de 11 jusqu'à 15 ans et de la puberté proprement dite à partir de 16 ans jusqu'à 22 ans et post-puberté de 22 ans à 25 ans. La personne devient adulte lorsqu'il dépense 25 ans et que c'est aberrant dans un foyer où on ne l'a pas appris comment on peut faire l'acte sexuel, comment on peut faire fonctionner les organes de la reproduction, mais cette famille prenne la dot. C'est irresponsable de trouver des parents qui prennent la dot des messieurs qui n'ont pas appris à leur fille comment faire l'acte responsable du foyer. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans ton foyer? Ils ne l'ont pas appris. Donc c'est vraiment irresponsable. Et arriver aussi également à l'église qui prend l'argent et qui prend tout le temps de donner des conseils, des orientations et faire la bénédiction nuptiale des mariages sans faire apprendre à la fille quoi faire sur la reproduction ou sur la sexualité dans son foyer. Également l'État, dans son affaire sociale de la commune, et qui prend le pouvoir de conférer un titre de mariage à un foyer et que ce foyer n'ont pas appris quel est leur point focal, quelle est leur unité du foyer, quelle est la base du foyer dans la sexualité. L'importance de la sexualité dans un couple, il est négligé par rapport à notre tradition. Donc nous déconseillons tous ces genres de pratiques et nous appelons la communauté à prendre conscience désormais à apprendre les jeunes filles et les jeunes garçons quel est le rôle du foyer et qu'est-ce qui est l'unité centrale du foyer. Parce que dans le foyer, le sexe est l'unité centrale du foyer, le sexe est à la base du développement du pays. Donc la famille, l'église, l'État doit prendre en charge pour l'information, la charge, le devoir d'informer à sa communauté de base la formation sur la sexualité du foyer, responsable dans un foyer. Alors, docteur, qui parle d'infection, parle de microbes. Quelle est la place de l'hygiène corporelle ou l'hygiène au quotidien en ce qui concerne les infections génitales? Merci beaucoup. La place de l'hygiène, dans l'infection du voie génitale, l'hygiène est en grande partie. Donc, chez les petites filles, l'hygiène est en grande partie parce que l'infection se transmet par le voie de transmission de ces infections, se passe par l'utilisation de linge, utilisation d'échange de sous-vêtements, échange de linge, de sous-vêtements, des essuie-mains et tant d'autres, et utilisation des habits contenant les nylons. Vu la température qu'on a dans notre pays, c'est déconseillé à des jeunes filles d'utiliser les sous-vêtements contenant la couture de nylon parce qu'il y aura un chauffement et ce chauffement, la chaleur là, va créer un milieu de clitide au niveau vaginal et il y aura pollution ou pilulation de ces microbes pour permettre qu'il y ait évolution dans l'axe hypothalamo-hypophysaire de la femme. Alors dans cette même logique, le manque d'information tue, dit-on. Alors pouvez-vous nous énumérer quelques risques auxquels parents et enfants s'exposent par ces manques d'informations sur la gestion des infections génitales? Merci beaucoup. Dans la gestion des infections génitales, du voie de la reproduction, nous avons il y a des conséquences ou quelques inconvénients qui peuvent être immédiats et d'autres qui peuvent être à la longue. Ce qui peut être éminent, ce sont par exemple le démangeaison, le prairie vaginal, l'écho-présence de sécrétions anormales dans le slip ou dans la voie génitale de la femme et la douleur ou les bouffées de chaleur peuvent être localisées dans l'organe génital de la femme que de l'homme à cas des infections de voie génitale. Et ces infections peuvent évoluer à bas bruit, ce qu'on appelle asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, et ça peut créer des problèmes vitaux à la longue. Ça peut créer la stérilité chez les femmes, et chez les femmes, certains créent même la frigidité ou
la grande pathologie que nous appelons la dyspareunie, donc la douleur dans l'organe de la reproduction, qui ne le permet pas, même si elle est mariée, d'être responsable de supporter son partenaire par rapport à la douleur et aux bouffées de chaleur contenant dans son organe de la reproduction. Et quant aux femmes et aux hommes, c'est un grand fléau, parce que lorsque ça va évoluer, il y aura présence de sécrétions au niveau de pipis. Donc pendant qu'il urine, il y a des sécrétions blanchâtres qui pourraient sortir. Et pendant la défécation également, ça peut sortir des sécrétions blanchâtres et qui va évoluer. Cet homme présentera des signes de douleur de bas-ventre et de douleur au niveau des dos, et peut même amener une défécation difficile. Et ce sont les signes éminents qu'elle va voir. Mais lorsqu'il va être aggravé, la situation aggravante va amener que la personne puisse avoir des dysfonctionnements sexuels, les troubles d'érection et les troubles d'éjaculation. Et à la longue, en développant les troubles d'éjaculation et de dysfonctionnement sexuel, des troubles d'érection également, il peut y avoir développé ce qu'on appelle l'azospermie suite aux chaleurs et à l'infection persistante dans le corps. Par rapport à ces organes des testicules et les prostates, lorsqu'il y a infection, ça peut amener ce qu'on appelle l'azospermie ou l'oligospermie, qui entraînerait la stérilité à la longue chez les jeunes garçons, et ça peut amener jusqu'à même à l'impuissance de la sexualité, donc à l'altération. L'impuissance est une altération fonctionnelle des organes de la reproduction. Alors nous pensons que ce n'est pas sorcier de devenir stérile, mais c'est plutôt question d'une mauvaise gestion des infections génitales. Mais il y a une autre question qui taraude les esprits du public, docteur. Ils aimeraient bien savoir à quelle fréquence ou à quel âge doit-on commencer à se faire consulter chez un gynécologue. Merci beaucoup. L'âge à laquelle c'est la fille pour se consulter chez un gynécologue, c'est l'âge de la maturité des organes de caractère sexuel, donc caractère secondaire sexuel. Lorsqu'il y a une maturité de caractère sexuel secondaire, la fille, ne plus enfant, doit consulter un gynécologue. En d'autres termes, quels sont les caractères? Quand on parle de caractère sexuel secondaire, présence de règles, augmentation des seins et la poussée de poils. Donc ça, ce sont les signes caractéristiques des caractères sexuels secondaires. La fille va pousser de poils, il va avoir des seins qui commencent à bomber, et cette fille va avoir des règles. Et quand elle consulte des règles, ce n'est plus le problème de l'amener chez les pédiatres, quel que soit son rang, son âge, il faut l'amener chez les gynécologues de la reproduction pour veiller à ces organes qui viennent d'être arrivés à la maturité. Alors docteur, nous remarquons aussi dans certaines familles où les femmes enceintes n'attendent que la fin du grossesse pour aller se faire consulter ou aller dans les différentes rendez-vous médicaux. Quels sont les risques auxquels ces femmes s'exposent en gardant ce silence? Merci beaucoup madame. Les risques sont multiples. Lorsqu'une femme se sent enceinte et ne consulte pas son gynécologue obstétricien, ou une femme sage du quartier à laquelle elle va évaluer est-ce que réellement c'est une grossesse, infirmer ou réinfirmer la grossesse, c'est réservé, le domaine est réservé aux corps médicaux, quels que soient les signes que vous apparaissez. Le ventre peut augmenter, il y a les nausées, vomissements, absence d'appétit, ce qu'on appelle anorexie, absence de règles, ne confirme pas exclusivement la grossesse. Il y a des pathologies liées à ça, comme le myome. La présence de beaucoup de myèmes, le ventre peut augmenter, ça peut donner l'anorexie, c'est-à-dire un manque d'appétit, ça peut te donner des nausées, ça peut te donner des vomissements. Un trouble des hormones, également en cas de kyste ovarien, ou fonctionnel, ou physiologique, ça peut amener que la personne puisse présenter les signes sympathiques de la grossesse. Donc, en premier lieu, quand on constate qu'il y a absence de règles, vous devez voir la femme sage ou le médecin qui est à côté de vous. Pour première consultation, c'est pour affirmer, réaffirmer, confirmer la grossesse. Ça, c'est de 1. La première consultation, c'est une consultation de confirmation et d'affirmation. Après, nous attendons le premier trimestre de grossesse qui dure au moins 3 mois. Oui. Qu'est-ce que la grossesse évolue dans ces 3 premiers mois? C'est le mois, ce qu'on appelle le mois embryonnaire, trimestre embryonnaire. Donc, la formation du corps humain. Parce que pendant la fécondation, nous avons ce que nous appelons, après 3 semaines de fécondation, nous avons ce qu'on appelle formation de l'ébauche.
cette ébauche contenant le corps jaune. Ce corps jaune est enveloppé de syncytotropoblastiques. C'est cette enveloppe qui entoure les corps jaunes. Après 3 semaines, vous allez voir la formation d'abord de l'organe de la reproduction, l'organe sexuel en primo, en premier. Et cet organe sexuel forme les parties du corps par rapport à ses besoins. Si c'est les femmes, il va former les yeux d'une femme. Il va former la peau d'une femme. Il va former tout d'une femme par rapport à l'organe qui influence la formation du corps, de la partie du tout premier trimestre de la grossesse. C'est une partie réservée à la formation embryogénèse. Donc, et cette partie est couronnée, sectionnée à la fait par une échographie pour voir s'il y a eu une bonne formation. Dans les pathologies qui arrivent dans cette partie, nous avons les malformations congénitales appelées les agénésies des organes. J'allais d'ailleurs en arriver là, puisqu'il y a une partie de la population qui pense que les infections peuvent occasionner la malformation de fœtus chez la femme enceinte. Merci beaucoup. Les infections ne sont pas la base directe des malformations congénitales. Les infections peuvent être à la base de l'expulsion d'un bébé, peuvent être à la base de transmission de certaines maladies, mais ce qui est à base des malformations, ce sont les médicaments tératogènes que vous allez administrer à la femme enceinte, peuvent constituer dans les bouches de corona dentaires, dans les bouches de l'articulation. Certaines familles comme les quinolones peuvent créer le cartilage de conjugaison et l'enfant va naître très court. Il y a beaucoup de paramètres dans ces plans-là. Donc les infections ne sont pas à la base des malformations, mais ce sont à la base de l'évacuation de la grossesse et la diminution de l'évolution de l'enfant. Donc mais en premier trimestre de grossesse, nous voyons les malformations congénitales, ce que nous appelons, nous, agénésie des organes. C'est-à-dire les organes ne sont pas bien formés, n'ont pas une communication interorgane entre l'utérus et les trompes. Il y a une distance, il n'y a pas une continuité de la formation des embryogénaires. Donc c'est une malformation qui peut surgir pendant le premier trimestre de grossesse. Ça sera décelé par l'échographie du premier trimestre. Et nous évoluons du 3e mois à la 6e mois de la grossesse qui constitue le 2e trimestre. Qu'est-ce que nous voyons à cet stade-là? Nous voyons l'évolution de la grossesse, le développement de la grossesse et comment il se développe, ces organes qui ont été formés en premier trimestre de la grossesse. Et cette évolution est sanctionnée par une échographie des contrôles de l'évolution. Et quand nous allons voir que ça évolue bien, à ce stade également, il y a les malformations qui surgissent. Ces malformations ont le nom de l'hypoplasie des organes. Donc la diminution ou la non-évolution des organes du corps humain, des parties du corps humain ou des organes de la reproduction peuvent être altérés. Dans le cas des organes de la reproduction, nous avons le syndrome des Skene. Ce syndrome consiste à diminution des calibres de l'utérus et des ovaires et même des trompes utérines et même du vagin également. Ça peut exister dans ce syndrome-là. Et c'est sans déchirer à 2e trimestre de grossesse. Et ça sera sanctionné par une échographie. Le 3e trimestre de grossesse est sanctionné par une échographie de contrôle du bassin de maman pour voir si la maman est capable d'expulser les enfants par voie basse ou par voie haute. Deuxièmement, voir si l'enfant a quelle position qu'il a engagée et la date de la naissance. Voilà le rôle de 3 échographies. S'il n'y a pas aucune complication chez la femme, elle est obligée à passer par 3 consultations pour voir. Et chaque consultation consiste en une échographie avec un rôle précis. Alors, dans le lot de ces fameuses consultations, nous remarquons que beaucoup de femmes subissent aussi quelques examens de routine, notamment pour lutter contre ces infections, dont les infections génitales. Alors, certaines femmes soit ne suivent pas ce traitement, soit carrément ne prennent pas le médicament comme il faut. Quels sont les risques auxquels la mère et l'enfant courent dans ces cas? Merci beaucoup. À une femme enceinte qui a une infection du voie génitale, cette femme court beaucoup de risques. Le premier risque d'expulsion de l'enfant, si c'est l'infection bactérienne. Mais si l'infection est parasitaire, il faut qu'il y ait une stimulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire pour qu'il s'arrive au cerveau
pour que ce cerveau puisse sécréter des catécholamines, et ces catécholamines amènent le stress qui va stimuler maintenant des contractions au niveau de la matrice. À ce moment-là, vous aurez des contractions subies, infections parasitaires. Donc vous pouvez confirmer que le stress n'est pas seulement désavantageux chez l'homme, il a également des avantages. Non, le stress chez l'homme que chez la femme, c'est désavantagé. Chez la femme, le stress peut amener des simulations de contraception, de contraction chez la femme. Pour la femme peut expliquer un enfant qui n'a pas encore arrivé à la maturité suite au stress. Donc ce sont des causes qui amènent que la personne puisse faire créer un avortement. Le stress, c'est quoi? C'est les problèmes psychosomatiques, psycho-économiques ou psychosociaux de la personne qui amènent les gens à développer ce qu'on appelle le stress, des déceptions, des ceci. Il y a encore des conditions organiques, des causes organiques liées à des infections, liées à des pathologies. Donc les maladies, les infections et tant d'autres maladies peuvent aussi amener l'expulsion d'un bébé. Mais les infections également amènent l'expulsion des bébés, amènent les avortements et peuvent aussi amener à transmettre à l'enfant cette même infection pendant l'accouchement. Parce que l'enfant, quand il est dans l'utérus, il n'est pas contaminé avec les infections. Mais les jours de son expulsion, quand il sera accouché, les jours de son accouchement, cette infection passe par les voies génitales de la maman. En faisant par les voies génitales, il a des voies de communication, le nez, les yeux, la bouche et les oreilles et son organe de la reproduction ou son anus peuvent être les voies exposées à prendre l'infection du voie génitale de sa maman. Donc l'enfant naît avec l'infection. Et après 3 jours, 7 jours, la femme développe fièvre, vous dites non, Amela Kimaï. Non, mais mais si vous avez vécu dans un centre hospitalisé, bien reçu de la place, on donne une antibiothérapie de couverture pour penser que la femme pourrait avoir des infections du voie génitale et la reproduction pendant l'accouchement et les enfants peuvent être contaminés de cette infection. C'est pourquoi on donne un traitement et chez la maman et chez l'enfant pour garder la vitalité des deux. Docteur, il y a une autre question qui m'a été demandée de vous poser, tenant compte aussi que les enfants actuellement se livrent à l'éducation diffuse, ce qui fait que dans les cas des infections génitales, ces enfants préfèrent s'automédiquer de produits sans pour autant passer par des examens proprement dits. Votre opinion sur ces phénomènes et que leur recommandez-vous? Madame, je commence par la recommandation. La clinique du moment située à Kitambo Magasin, c'est l'une des cliniques de choix de la ville qui ont préconisé l'automédication. Ils ont réuni toutes les conditions pour recevoir toutes les jeunes filles, toutes les mamans et les hommes en couple sans payer ni frais de consultation, ni frais de rendez-vous pour lutter contre l'automédication. Donc, ils n'ont pas intérêt de dire que non, nous sommes automédiqués parce que nous n'avons pas de moyens. Mais ils ont manque d'informations et manque de volonté pour se garder à bon état de santé. Donc les mamans doivent enseigner à leurs enfants dans les conditions hygiéniques et comment éviter les infections sexuellement transmissibles et les médicaments appropriés. Lorsqu'on trouve que la fille est infectée, il faut demander l'avis du médecin qui va faire une consultation et après la consultation, il va faire des exemples de diagnostic et de différentiels. Après le diagnostic différentiel, il va demander des examens de laboratoire, notamment les CBI, notamment l'antibiogramme et pour culture de microbes, pour identifier, fignoler les germes afin de les faire donner un traitement. Donc, vous pouvez avoir une infection qui évolue asymptomatiquement, c'est-à-dire sans un signe inflammatoire. Mais finalement, ça va déclencher. Il peut y avoir également les signes que tu attends chez l'autre et vous avez les mêmes signes que chez l'autre qui a été soigné. Mais vous avez des germes différents. Parce que toutes les infections de douleur au niveau des bas-ventres, toutes les infections de douleur au niveau des dos et toutes les infections peuvent vous amener des démangeaisons. Mais ce sont des infections différentes, il y a des caractéristiques. Mais les médecins sauront qu'il y a des démangeaisons, il y a pleurie, mais il y a des liquides blanchantes qui sont au niveau du voie génitale. Ça, c'est l'infection n'est pas vaginale, il est au niveau de l'utérus. Ça peut être une infection qu'on appelle exo-endocole ou l'infection qu'on appelle qui se trouve au niveau de l'utérus ou on appelle ça endométrite. Parce qu'il y a présence de sécrétions blanchantes qui sortent de l'organe génital de maman. Mais il y a des démangeaisons de douleur, tout autre signe. Mais lorsqu'on ne voit pas ça, on voit seulement des leucorrhées. Non. Les leucorrhées ici, c'est une infection vaginale. Mais s'il y a des leucorrhées associées avec un peu du sang,
on connaît que cette infection est localisée au niveau du col, dans la partie exocole. Donc c'est parce qu'il y a des lésions qui accompagnent, c'est les corées, là on dirait que non, c'est une infection qu'on appelle cervicite exocole parce qu'il y a des présences de liquides blanchâtres associés avec du sang. Donc la localisation de l'infection est déterminée par les médecins. Donc nous encourageons les mamans, les papas d'envoyer des enfants à l'hôpital pour consulter les médecins les plus proches. En décois, s'il n'a pas un médecin le plus proche, il peut consulter la clinique du moment située à Kitambo Magasin, sur avenue Kassavou numéro 10. Donc, il y a tout le temps qu'il consulte. La consultation elle est gratuite. Les rendez-vous, on ne paye pas pour avoir un médecin de la place que vous pouvez vous aider pour épargner, lutter contre l'automédication. Alors docteur, puisque la prévention demeure le traitement par excellence, j'aimerais quand même que vous puissiez placer un dernier mot avant que nous puissions clôturer en ce qui concerne les infections génitales. Merci beaucoup. Les infections génitales sont plus nombreuses. Nous ne pouvons pas les énumérer ici au plateau de télévision, mais nous donnons comme conseil d'orientation l'hygiène. Cette hygiène consiste à se laver 3 fois le jour. Une femme qui se lave 2 fois, c'est une femme sale. Parce que la femme normale, après 4 heures de son bain intime, elle doit développer des sécrétions. Surtout si elle est exposée à des causeries banales, où les gens s'embrassent à tout moment, la femme est excitée et sécrète des sécrétions au niveau vaginal. Ces sécrétions, après 4 heures, vont faire une millier former des microbes. Donc les milliers sera malsain et il y aura maintenant pollution des microbes et maintenant les microbes vont naître seulement. Mais tu n'as pas contacté ni les habits sales ni les hommes. Mais vous avez maintenant une infection suite à une pollution de microbes qui sont faites par rapport aux novellas que vous venez de suivre. Donc les gens doivent savoir comment ils doivent se comporter et se laver 3 fois les jours. Ça c'est un. Deuxièmement, l'utilisation des légètes de saleté, l'utilisation de sous-vêtements des jours ou l'échange entre les gens qui peuvent se communiquer la pathologie. Troisièmement, il y a des microbes qui s'hygiénisent sans bas bruit, qui créent ce qu'on appelle allergie pelvienne chronique. Donc le douleur qui prend les devants, les bas-ventres, anus et le dos. Ce sont les douleurs qui ne pas les infections qui évoluent en bas bruit, qui évoluent, on appelle les infections indolores. Tu comprends? Ce sont les infections qui évoluent en bruit sans aucun signe inflammatoire connu ou visible. Donc, ce que nous pouvons donner comme prévention, qui est hygiène pour la propreté, la maman puisse enseigner l'utilisation des bandes hygiéniques. Si vous n'avez pas de moyens d'acheter les bandes à jeter, vous pouvez utiliser les linges, mais les linges devaient être bouillis dans l'eau ou repassés par le fer pour éviter à tuer. Vous pouvez sécher ça sur le soleil. Après avoir séché le soleil, vous repassez avec le fer. Pour ceux qui n'ont pas de moyens d'utiliser les bandes à jeter. Et éviter toute utilisation de toilettes sales parce que vous pouvez faire aussi les urines, les gouttelettes qui tombent sur la terre, montent sur l'organe de la reproduction et vous allez développer des infections. Donc ce qu'il faut, c'est l'hygiène du milieu, l'hygiène corporelle, l'hygiène de voisins et des lits que vous dormez. Ça va vous montrer éviter des infections. Alors docteur, on dit toujours que la santé n'a pas de prix et la santé à tout prix. Docteur Michel Ounia, merci pour cet entretien. À vous fidèles téléspectateurs, c'est sous ce que nous mettons un terme à ce numéro de votre agenda médical et nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine Santé à tout prix.